Beaucoup de gens pensent que nous tombons malades par hasard et que le fait d'être en bonne santé ou malade est une question de chance ou de malchance. Cette manière de voir les choses se révèle dans les expressions que nous utilisons. Lorsque quelqu'un tombe malade, on entend facilement quelqu'un dire « Ah, il n'a pas eu de chance, ça lui est tombé dessus. Ah, quel destin cruel, arbitraire. » Ou encore « J'espère que ça ne m'arrivera jamais. » ou « Touchons du bois. » Le malade lui-même est surpris. Il ne voit pas ce qu'il aurait pu faire. Enfin, la plupart du temps, il ne voit pas ce qu'il aurait pu faire et qui l'aurait rendu malade. C'est pour ça qu'il ne se sent pas responsable. Et là, de nouveau, il pense que ça arrive par hasard, que c'est arbitraire et injuste. Mais nous ne tombons pas malades par hasard, parce qu'il existe des lois naturelles qui dirigent absolument tous les processus, tout ce qui se passe dans la création. Que ce soit au niveau de la chimie, de la physique, de l'astronomie, la zoologie, génétique, mais aussi dans le fait que nous sommes en bonne santé ou que nous tombons malades. Alors, qu'est-ce que c'est que ces lois de la nature? Comment fonctionnent-elles et comment est-ce qu'on peut les découvrir? Lorsqu'on observe la nature qui nous environne, on peut constater que les phénomènes naturels ne se déroulent pas n'importe comment, ni d'une manière qui varie d'un moment à l'autre, mais qu'au contraire, ils se reproduisent de manière toujours identique à eux-mêmes, d'une manière fixe, immuable. Par exemple, les saisons se suivent toujours dans le même ordre, les planètes parcourent des orbites bien précises, les plantes poussent toujours de la même manière à des moments précis de l'année. Et cette régularité et cette immuabilité avec laquelle les phénomènes se déroulent nous les font apparaître comme étant soumis à des règles bien précises, et ces règles sont ce que l'on appelle les lois de la nature. Alors quand les conséquences de l'activité de ces lois nous sont devenues bien connues, elles deviennent ces évidences, ces choses si logiques que, rendus attentifs à leur sujet, nous nous exclamons un peu impatients, mais bien sûr, c'est évident. Par exemple, il est évident que nous ne posons pas notre verre à côté de la table, sinon il va tomber par terre. Il est aussi évident pour tout le monde que si on sème du blé, on récoltera du blé, mais en tout cas pas du riz, de l'avoine ou quelque chose d'autre. Ces faits sont si évidents que nous ne réfléchissons plus pourquoi ils le sont. Ils le sont parce qu'il existe un ordre naturel et des lois fixes, préétablies, qui dirigent absolument tout ce qui se passe dans la nature. Il y a cependant une grande différence entre les lois de la nature et les lois promulguées par l'être humain pour régir les rapports en société. Les lois humaines sont souvent modifiées, elles sont des fois même supprimées et remplacées par de toutes nouvelles lois. Alors que les lois de la nature ne subissent jamais aucune modification et elles restent toujours égales à elles-mêmes. Les lois humaines ne sont aussi que l'expression de vœux. Elles expriment la manière dont on désire que chacun se comporte pour que les rapports en société soient les plus harmonieux possibles. Mais ils ne décrivent pas cette réalité contraignante, obligatoire, telle que le font les lois de la nature. Par exemple, dans les lois humaines, on a le code de la route, et d'après ce code, chez nous, les conducteurs de voitures doivent circuler à droite. Bien que ce soit une loi, ils sont tout à fait capables, ou la possibilité existe, qu'ils aillent rouler à gauche. C'est bien sûr pas recommandé, mais ils peuvent le faire. Par contre, il est tout à fait impossible d'aller à l'encontre d'une loi naturelle, comme par exemple la loi de la pesanteur, qui fait qu'un objet lâché dans le vide tombe, jusqu'à ce qu'il rencontre un corps qui lui oppose une force égale ou supplémentaire. Le fait que l'objet tombe n'est pas l'expression d'un désir, mais la description d'une réalité contraignante et obligatoire. Les lois de la nature expriment donc comment les choses sont et non comment on souhaite qu'elles soient. Elles décrivent cette réalité extérieure que nous n'avons pas choisie,
mais sur lequel nous sommes obligés de nous baser, que nous sommes obligés de prendre en considération. Les lois de la nature étant la description de la manière dont les phénomènes se déroulent, il existe donc une foule de lois que l'on peut appeler lois particulières parce qu'elles se limitent à décrire un phénomène ou un autre. Et on pourrait désespérer de les connaître toutes pour pouvoir les respecter, en tirer profit, s'il n'était pas possible de prendre un peu de recul et de voir au-delà des apparences et de voir qu'en fait, de grands groupes de lois particulières ne font qu'exprimer un phénomène qui peut être exprimé sous la forme d'une grande loi générale ou grand principe d'après laquelle la création fonctionne. Par exemple, le fait qu'un objet lâché dans le vide tombe, qu'un morceau de bois placé au fond de l'eau remonte jusqu'en surface, ou qu'un ballon gonflé d'oxygène monte dans le ciel, sont autant de cas particuliers d'une grande loi générale unique qu'est la loi de la pesanteur. Alors comment est-ce qu'on découvre les lois? Si les lois humaines, on les découvre dans les livres de lois, pour ce qui concerne les lois de la nature, il faut observer la nature qui nous environne. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'observer le fonctionnement du corps pour en découvrir certaines lois particulières et à partir de ces lois particulières de remonter aux grandes lois générales de la création. En simplifiant beaucoup, on peut dire que notre corps fonctionne en 3 étapes. Dans une première étape, il reçoit des énergies. Dans une deuxième étape, il les transforme. Et dans une troisième étape, ces énergies le quittent. Alors je vais reprendre ces 3 étapes. Dans la première étape, nous recevons des énergies extérieures parce que notre corps ne contient pas toutes les énergies qu'il lui faudrait pour durer toute une vie terrestre. Il est obligé d'en recevoir de l'extérieur sous forme d'air, d'aliments et les boissons que nous buvons. À part l'air qui peut être utilisé pratiquement tel quel, les autres énergies doivent être transformées pour être rendues utilisables. Et ça se passe au niveau du tube digestif. Les aliments sont divisés en particules de plus en plus petites, d'abord parce qu'on les mâche, ensuite parce que les sucs digestifs divisent les protéines en acides aminés, l'amidon en molécules de glucose, etc. Donc il y a une division en particules de plus en plus petites, jusqu'à ce que ces particules soient suffisamment petites pour pouvoir être absorbées et utilisées par le corps. Donc là, on est dans la deuxième étape. Maintenant, ces énergies vont être utilisées par l'organisme et elles vont le quitter sous forme de 2 courants. Un premier courant, les énergies dépensées, donc celles que nous utilisons pour garder la température de notre corps, pour que les organes fonctionnent, pour que nous puissions travailler, nous déplacer. Et deuxièmement, des énergies usées, c'est-à-dire tous les déchets et débris qui résultent du fonctionnement de l'organisme. C'est ce qu'on appelle les toxines. Les toxines sont rejetées à l'extérieur du corps par 5 organes qui sont spécialisés dans ce travail. Donc ils ont la capacité de filtrer ces déchets hors du sang et ensuite de les rejeter vers l'extérieur pour les évacuer hors du corps. Ces organes sont appelés des émonctoires, donc des portes de sortie, parce qu'effectivement, ce sont les portes de sortie obligatoires pour que les toxines puissent sortir de l'organisme. Il s'agit du foie qui élimine les déchets dans la bile, les intestins qui éliminent les déchets dans les selles, les reins dans l'urine, la peau dans les glandes sudoripares et le sébum, et finalement les voies respiratoires qui rejettent les déchets sous forme gazeuse. Pour être en bonne santé, il faut que chacune de ces étapes se passe correctement. Il faut que les aliments soient apportés en quantité et en qualité adéquates, que les digestions se fassent correctement, que nous dépensons assez les énergies que nous avons reçues et aussi que les énergies usées sortent correctement de l'organisme. Ici, je voudrais faire une petite parenthèse pour dire que si les toxines ne sortaient pas,
elle resterait à l'intérieur de l'organisme et elle s'accumulerait dans ce que l'on appelle le terrain. Le terrain, c'est l'ensemble de l'intérieur de l'organisme, c'est fait des différents liquides, les sérums donc cellulaires, donc les sérums qui se trouvent à l'intérieur des cellules et à l'extérieur des cellules, plus la lymphe et le sang. Tous ces liquides constituent l'environnement des cellules et c'est ce qu'on appelle le terrain. Lorsque l'élimination des toxines se fait mal, les toxines s'accumulent dans le terrain et d'après la médecine naturelle, c'est la cause principale de toutes nos maladies. Pour donner quelques exemples, lorsque les toxines s'accumulent dans le sang s'épaissit, il circule moins bien, donc les tissus sont moins bien irrigués. Les déchets peuvent se déposer sur les parois, ce qui amène aux maladies cardiovasculaires. Les déchets peuvent irriter, agresser, enflammer les tissus, les scléroser. Ils peuvent entraîner des mutations génétiques qui conduisent au développement de tumeurs cancéreuses. Donc, cette notion de terrain organique est très importante en médecine naturelle. On tombe malade lorsqu'on a trop de toxines. Les différentes étapes dont je viens de parler sont en relation de dépendance les unes avec les autres. Si quelqu'un mange trop, il va avoir des problèmes digestifs. S'il digère mal, il ne va pas pouvoir profiter de toutes les énergies qui ont été apportées. Ou il y aura une grande production de toxines. Ces toxines s'accumuleront dans ne pourront pas être éliminées par les émonctoires, s'accumuleront dans le terrain et rendront le corps malade. Tous ces différents faits peuvent être exprimés sous forme de lois particulières. Par exemple, tout repas trop important peut conduire à des digestions incomplètes, des mauvaises digestions. Toute mauvaise digestion peut être grande productrice de toxines. Une trop grande production de toxines peut surmener les émonctoires, etc. Mais aussi variées et diverses que peuvent apparaître ces différentes lois particulières, elles peuvent toutes être amenées à une grande loi de la création qui est la loi de cause à effet. Cette loi qui fait que chaque acte ou processus a des répercussions. On peut aussi le dire que chaque cause entraîne nécessairement des effets et qu'un effet ne peut apparaître que s'il est précédé par une cause ou, comme on le dit en langage courant, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors bien qu'à l'énoncé de cette loi, tout le monde considérera la chose comme entendue, cette loi n'est souvent pas prise en considération. Et c'est là où je veux en venir. Ces lois existent, il faudrait les suivre pour être en bonne santé, pour le sujet qui nous occupe, mais souvent on les oublie, on ne les prend pas en considération et on en subit les conséquences nous tombons malades. Par exemple, lorsque quelqu'un a des problèmes digestifs, il reçoit toutes sortes de médicaments pharmaceutiques ou naturels qui stimulent un peu un organe, calment les douleurs, enlèvent les spasmes. Mais il est très rare qu'on s'occupe de la cause réelle des troubles digestifs, qui est ce que nous mangeons. Parce que le tube digestif doit travailler sur les aliments que nous mangeons, et suivant ce que nous mangeons, il a de la peine à le faire et les problèmes s'installent. De nos jours, beaucoup de gens prennent des fluidifiants sanguins, leur sang est trop épais. Si on voulait vraiment prendre en considération la loi de cause et effet, on se soucierait de savoir pourquoi leur sang est trop épais. Et la cause de cet épaississement du sang est dans la manière dont ces personnes mangent. Elles se suralimentent, ou elles mangent trop gras, ou trop sucré, ou trop de manière générale. Souvent, elles prennent des stimulants comme le café, thé, alcool, qui sont aussi conducteurs à épaissir le sang. Cette loi est si peu prise en considération que souvent les gens vont confondre les effets et les causes. Par exemple, si quelqu'un fait une bronchite, on dira que les microbes ont créé une infection et à cause de cette infection, il y a une grande production de mucus qui doivent être expectorées. Alors que c'est l'inverse. C'est parce qu'il y a trop de toxines dans les voies respiratoires qu'une infection a pu se déclarer, c'est-à-dire que des microbes ont pu s'y installer et se multiplier et qu'une bronchite est apparue. Ou lorsque quelqu'un a un cancer, on dira que cette maladie amène à des déficiences organiques qui conduisent à un mauvais état général. Alors que c'est l'opposé,
c'est le mauvais état général, c'est-à-dire l'accumulation de toxines dans le terrain, qui conduit à des déficiences organiques, entre autres une déficience du système immunitaire, qui permet à des cellules d'échapper au système de contrôle et se multiplier et former une tumeur cancéreuse. Il y aura encore beaucoup à dire sur cette loi, mais je vais passer à une autre loi. Notre corps peut être comparé à un transformateur d'énergie. Il est parcouru par un courant d'énergie qui entre en lui, le traverse et ensuite sort de lui. Et cette circulation des énergies, ce flux d'énergie, doit avoir lieu sans interruption aucune et sans ralentissement trop prononcé. Sinon, le corps ne peut plus fonctionner. Parce que si les énergies entrent dans le corps, mais elles ne sont pas transformées, on ne pourra pas en profiter. Si elles pénètrent dans le corps, sont transformées, mais ne sont pas suffisamment dépensées, le corps ne pourra non plus pas fonctionner correctement. Ou si les énergies usées ne sont pas éliminées, il y a aussi des problèmes de santé qui peuvent apparaître. Alors ces faits révèlent l'importance de la nécessité d'une circulation des énergies correcte à travers l'organisme et par là la nécessité du mouvement. Le mouvement qui se trouve être une autre grande loi de la création. En effet, tout ce qui est en vie est en mouvement et quelque chose qui est en vie et qui veut rester en vie doit rester en mouvement. On peut l'observer facilement au niveau de la circulation sanguine. Il faut que le sang circule constamment, sans interruption et sans ralentir trop, parce que sinon le sang risque de coaguler, former un caillot qui va ensuite boucher un vaisseau, et alors les tissus qui sont irrigués normalement par ce vaisseau ne le seront plus et mourront. C'est le problème lorsque quelqu'un a une attaque cérébrale, une partie du cerveau n'est plus irriguée, et alors il perd, dans la partie meurt, et il est dans l'incapacité de mouvoir les membres d'un côté du corps, par exemple. On peut aussi voir ça au niveau musculaire. Lorsque quelqu'un est immobilisé dans le plâtre au niveau d'une jambe pendant un certain temps, suffisamment longtemps, les muscles ne seront pas utilisés de la même manière, ils ne seront pas en mouvement et ils vont s'affaiblir et s'atrophier. Et ça, on peut très bien le voir quand le plâtre est enlevé. Une jambe est toute mince et l'autre a gardé son volume. Beaucoup de thérapies sont basées sur la loi du mouvement, sans que l'on soit trop conscient. Et elles agissent non pas en amenant des substances actives, comme le font l'apport de médicaments ou de plantes médicinales, mais uniquement en stimulant, réveillant, soutenant le mouvement dans l'organisme. Par exemple, l'hydrothérapie, c'est l'application d'eau chaude ou froide sur des parties plus ou moins étendues du corps, relance la circulation sanguine, les échanges cellulaires et aussi les échanges au niveau respiratoire. Et que fait la réflexologie? En stimulant des zones réflexes sous les pieds, on peut activer la circulation du sang dans des organes qui sont plus éloignés. Et que fait l'acupuncture? L'acupuncture a pour but de régler la circulation des énergies dans les méridiens. Alors cette loi, comme les autres, n'est souvent pas prise en considération. Par exemple, quelqu'un qui a une mauvaise circulation des jambes recevra différents remèdes qui, pour tonifier un peu les vaisseaux ou bien stimuler ceci ou cela, c'est une méthode passive qui a certains résultats, mais ce serait beaucoup mieux d'avoir une méthode active. Il faudrait recommander à ces gens d'utiliser les muscles de leurs jambes, c'est-à-dire faire de la marche, de la course, du vélo, de la natation, afin que le mouvement extérieur, c'est-à-dire la contraction des muscles, contraction, décontraction des muscles, entraîne une vasodilatation et contraction des vaisseaux sanguins, et ce qui tonifie les vaisseaux sanguins est le meilleur moyen pour retrouver une bonne circulation dans les jambes. Je voudrais passer maintenant à une autre loi, c'est la loi de l'attraction des affinités.
dans l'activité fait que les semblables s'attirent. Il est possible d'observer qu'un médicament peut avoir des effets très différents suivant la personne qui le reçoit. Par exemple, une plante peut avoir un effet très bénéfique sur une personne qui a un problème de santé bien précis, mais cette même plante, donnée à d'autres gens pour le même problème de santé, n'agit que moyennement, ou peut-être pas du tout, ou encore pire, de manière négative. On peut aussi observer que l'acupuncture, l'homéopathie réussit très bien sur certaines personnes, mais pas sur d'autres. Certaines personnes se trouvent bien d'un séjour au bord de la mer, mais d'autres, ça les rend vraiment très malades, et ils profitent beaucoup mieux d'un séjour en montagne. Alors s'il existe des différences d'efficacité entre ces différents traitements, c'est que, comme on le dit couramment, on est en affinité ou pas avec le traitement. Depuis toujours, l'importance de cette loi a incité à rechercher la relation qui existait entre les différents remèdes et les différents genres de malades. Et ça m'amène à vous parler des tempéraments, ces grands groupes de personnes qui sont construits physiquement de la même manière et donc qui réagissent de manière similaire à un remède identique. Il y a 4 tempéraments de base: le tempérament sanguin, le mélancolique, le colérique et le lymphatique. Alors pour expliquer un peu plus ce que c'est que ces tempéraments, nous sommes tous composés des mêmes organes. Mais chez certaines personnes, un organe ou un groupe d'organes est plus développé que les autres organes de son corps. Alors par exemple, chez les personnes de tempérament sanguin, c'est le cœur et les poumons qui sont plus développés que les autres organes du corps. Ils ont un buste très développé. Chez les mélancoliques, c'est le cerveau et le système nerveux. Et chez les colériques, c'est le squelette et le système musculaire. Et les personnes de tempérament lymphatique ont un tube digestif et un système lymphatique qui est plus développé que les autres organes. Alors chaque tempérament est en affinité avec des choses bien précises. Par exemple, les personnes de tempérament lymphatique, tempérament qui est régi par l'élément eau, sont en affinité avec l'eau. Donc les traitements qui leur font beaucoup de bien, qui leur réussissent peut-être même mieux qu'à d'autres personnes, c'est les traitements par hydrothérapie, le thermalisme, les bains de mer, les remèdes qui viennent de la mer, c'est-à-dire les poutres de coquillage, l'eau marine, le sérum de Quinton par exemple, les algues marines. Ces personnes ont aussi besoin de boire suffisamment, elles se déshydrateront ou subiront plus vite les méfaits de la déshydratation que des personnes qui appartiennent à d'autres tempéraments. Lorsqu'elles prennent des plantes médicinales, ça leur réussit mieux si ces plantes sont prises sous forme liquide, c'est-à-dire d'infusion, plutôt que de plantes sèches en gélule. Le tempérament opposé est le tempérament colérique, qui est régi par l'élément feu. Le feu, c'est quelque chose qui brûle, il n'y a pas besoin d'être trop stimulé. Ce sont des gens qui sont très actifs physiquement, qui aiment être actifs en plein air, au soleil, se dépenser physiquement. Si quelqu'un de tempérament colérique ne peut pas dépenser ses énergies, il se sentira mal, il pourra même en tomber malade. Lorsque quelqu'un comme ça est alité parce qu'il a une fièvre, généralement on ne peut pas les laisser au lit aussi longtemps que les autres. Il faut un lever précoce parce que sinon elles vont commencer à brûler dans leurs énergies. Il faut que leurs énergies circulent, puissent sortir. Lorsqu'elles prennent des plantes médicinales, ces plantes leur réussissent mieux sous forme sèche, donc de gélules, plutôt que sous forme d'infusion. La description des tempéraments a toujours quelque chose d'un peu caricatural, et au fond, personne n'est d'un seul tempérament. Nous avons les 4 tempéraments en nous, mais il y en a un ou deux qui prédominent sur les autres. Et le grand art en médecine, c'est de trouver la relation d'affinité entre les traitements et le tempérament du malade. Aussi surprenant que cela puisse paraître,
la loi de l'attraction des affinités est aussi en action lorsque nous avons une répulsion envers un aliment ou un médicament. Mais ça s'explique facilement parce que si les semblables s'attirent, les contraires, eux, se repoussent. Par exemple, quelqu'un manque de certaines vitamines ou minéraux, on lui recommande de manger un certain type d'aliment. Au début, il en a besoin, donc il est attiré vers cet aliment qui est en affinité avec lui. Il le mange volontiers, souvent, en bonne quantité. Mais avec le temps, les carences se comblent, il en a moins besoin et son envie d'en manger commence à diminuer. S'il se force à en manger encore beaucoup, il peut arriver un moment où il est dégoûté par l'aliment parce qu'il n'est plus en affinité avec. Une période de la vie où il y a des fortes envies et aversions alimentaires, c'est pendant la grossesse. Et c'est une aide pour la femme parce qu'elle est attirée vers des aliments qui lui font du bien à elle et à son enfant, mais elle est repoussée par des aliments qui sont mauvais pour elle et son enfant. Le système immunitaire fonctionne aussi grâce à la loi de l'attraction des affinités. Le système immunitaire a pour but de repérer ce qui est le soi, donc ce qui est bien, qu'il faut conserver, protéger, et ce qui est le non-soi, donc ce qui est étranger et qui peut mettre en danger l'organisme. C'est-à-dire tout ce qui est microbes, virus, poisons, métaux lourds, cellules cancéreuses, etc. Et le système immunitaire va repousser entre guillemets, ces choses nocives, dans le sens où il va d'abord les tuer, les détruire, les décomposer et ensuite les éliminer vers l'extérieur de l'organisme. La réaction de rejet peut se faire lentement. Par exemple, si on s'est enfoncé une écharpe dans le pied et qu'on n'arrive pas à la ressortir, l'écharpe reste dans les chairs, mais le corps va continuer à la faire sortir. Et quelques mois ou années plus tard, l'écharpe va pointer vers la surface de la peau et on pourra ensuite la sortir plus facilement. Mais la réaction peut être très rapide. Quelqu'un qui est sensible au rhume des foins, il suffit qu'il y ait un petit peu de pollen qui entre dans son nez pour qu'il se mette à tousser, qu'il y ait le nez qui coule, les yeux également qui sont pleins de larmes. Alors cette loi n'est également pas prise en considération la plupart du temps. Les traitements qui sont donnés sont souvent des traitements standards. Vous avez telle maladie, donc vous prenez ce médicament à tel dosage. Donc c'est standard, c'est pour tout le monde la même chose. Mais ce qu'on peut observer, c'est que ça ne marche pas toujours si bien que ça. Par exemple, il est courant de donner contre les problèmes de constipation la teinture mère de dents de lion. En général, 3 fois 40 à 50 gouttes par jour suffit pour régler la question, en plus des changements alimentaires. Mais chez certaines personnes, 3 fois 40-50 gouttes ne suffit pas, il faut en donner 3 fois 80 ou 90 gouttes. Alors que chez d'autres, déjà 3 fois 20 gouttes, c'est trop et elles doivent réduire le dosage. Donc, lorsqu'on traite un malade, il faut essayer de chercher la relation d'affinité également, et non pas doser en fonction de la maladie, mais en fonction des malades. Comme on peut le constater après l'exposé de ces quelques lois, si nous tombons malades, c'est que nous n'avons pas respecté les lois de la nature. Et c'est là où je veux en venir. Nous tombons malades, non pas parce que les lois sont mal faites, ou qu'elles ont oublié de fonctionner, ou qu'elles ont agi de manière arbitraire, mais parce que nous ne les avons pas assez respectées. Et c'est pour ça que connaître les lois, mais pas seulement les connaître, aussi les appliquer est indispensable pour être en bonne santé. Et c'est pour ça qu'en médecine naturelle, on parle beaucoup des lois naturelles pour rendre conscient les gens qu'on ne peut pas vivre n'importe comment. Il y a des impératifs physiologiques à respecter, il y a des lois naturelles à respecter si on veut rester en bonne santé. Mais connaître les lois n'est pas seulement important pour être en bonne santé physique, parce que ces lois agissent aussi sur la partie immatérielle de l'être humain, c'est-à-dire sur l'esprit humain, pris dans le sens de l'âme, et la vie psychique. Ce fait est moins connu, mais il est tout aussi important. Le fait de considérer que l'être humain n'est pas qu'un corps physique n'est pas seulement une conception des grandes religions, mais aussi une notion de base en médecine naturelle depuis très très longtemps.
Tous les grands médecins comme Hippocrate, Galien, Sydenham ont considéré que l'être humain était plus qu'un corps physique. Ou, comme le disait le docteur Paul Carton, que la science de la viande ne suffit pas pour traiter un malade. Alors en simplifiant beaucoup, nous sommes constitués de 3 éléments distincts. D'une part, le corps physique, dont personne ne conteste l'existence, puisque tout le monde peut le voir, le toucher. Ensuite, un corps de force vitale ou de force subtile qui animent et font fonctionner les organes. Et finalement, l'esprit immatériel de l'être humain, c'est-à-dire l'esprit pris dans le sens de l'âme. Ainsi, l'être humain est constitué d'éléments matériels, mais aussi d'éléments immatériels. Mais maintenant, en vertu de la loi de l'affinité, s'il est normal que quelque chose de matériel, comme des vitamines, des toxines, des poisons, marque de leur empreinte la partie matérielle du corps, c'est-à-dire le terrain organique, il est aussi naturel que les choses plus subtiles, comme notre vie psychique, se marquent dans la partie plus subtile de notre être, c'est-à-dire dans l'esprit entouré de ces enveloppes subtiles, autrement dit ce que l'on appelle l'âme. Ainsi, de la même manière qu'au niveau du corps physique, il existe au niveau de l'âme un terrain dans lequel s'inscrivent toutes nos intuitions, nos pensées, nos sentiments, nos émotions, tout ce à quoi on aspire, notre haine, notre amour, notre enthousiasme. Et tout cela se marque dans le terrain de notre âme et a une forte influence sur la construction de notre personnalité. En effet, notre personnalité est le résultat de toutes les réactions et décisions que l'on a prises face aux événements auxquels nous étions confrontés. Étant donné que les lois agissent aux 2 niveaux, il est possible de tirer des parallèles entre ce qui se passe au niveau du corps, du terrain organique, et ce qui se passe au niveau du terrain de l'âme. Et je vais faire un premier parallèle entre la nourriture de notre corps et la nourriture, entre guillemets, de notre âme. Aux aliments sains, non dénaturés, frais, qui vivifient notre corps, correspondent les pensées optimistes, constructives, qui nourrissent notre âme. Aux aliments qui sont chargés en toxines, qui contiennent beaucoup de déchets et qui intoxiquent notre corps, correspondent les pensées destructrices, de violence, d'agressivité, qui intoxiquent notre âme. Certains aliments ne sont pas mangés par certaines personnes, elles ne reçoivent pas toutes les vitamines, minéraux qu'il faut, elles sont carencées en certaines choses. Au niveau de l'âme, certaines personnes n'entraînent jamais des pensées nobles, d'aide, d'entraide, de générosité, et elles sont carencées en ce genre de force. Maintenant, des aliments peuvent être dénaturés, c'est-à-dire qu'on leur a enlevé une partie des vitamines lors des procédés de raffinage. Alors on croit qu'on mange un aliment et que ça va nous aider, mais en fait ça ne nous aide pas. Et au niveau de l'âme, on peut avoir des notions ou des valeurs qui sont déformées, donc ça ne correspond pas à la réalité, et si on se dirige d'après elles, ça ne nous aide pas, au contraire, ça nous fait prendre de fausses routes. On peut aussi faire des parallèles entre l'apparition des maladies au niveau physique et des problèmes au niveau psychique. Lorsque quelqu'un se nourrit bien, se repose assez, son corps est en bonne santé, plein de vitalité, et peut faire face aux agressions extérieures. Lorsque quelqu'un entretient des pensées constructives, ennoblissantes, il a un bon fond, il est heureux, et il peut facilement faire face aux conflits qui peuvent se passer dans sa vie de tous les jours. Quand quelqu'un commence à manger des aliments qui amènent trop de toxines, il y a une petite accumulation de toxines dans le terrain et un certain mal-être physique qui s'installe. Lorsque quelqu'un commence à entretenir des pensées pessimistes, de destruction, il y a une certaine mal-être psychique qui s'installe.
Maintenant, au niveau corporel, lorsqu'il y a beaucoup de toxines qui s'accumulent, on peut arriver à un point où le seuil de tolérance est dépassé, et alors le corps va réagir en faisant sortir brusquement toutes ces toxines pour s'en débarrasser. C'est ce qu'on appelle des crises de nettoyage ou des crises de détoxication, et en fait ce sont nos maladies aiguës. Elles sont courtes et intensives, et normalement, si on a assez de force, on arrive à faire sortir toutes ces toxines qui encombrent le terrain. Au niveau de l'âme, si quelqu'un entretient trop des pensées pessimistes ou destructives, il va arriver à un point où c'est trop et il y aura un rejet qui va avoir lieu. Tout ça va remonter en surface sous forme d'une situation conflictuelle qui lui permet de se débarrasser de ce problème qu'il a, bon, s'il fait l'effort en conséquence. Maintenant, lorsque le corps a moins de force vitale, il n'arrivera peut-être plus à faire des crises de détoxication aussi fortes, mais il en fera des faibles qui se répètent dans le temps, et là on arrive au niveau des maladies chroniques. Et au niveau de l'âme, c'est la même chose. Quelqu'un qui entretient constamment des pensées de jalousie ou d'agression, mais qui arrive, ça c'est jamais suffisant pour faire une crise, il aura chroniquement des conflits, des situations où il sera jaloux, où il sera agressif. Et finalement, au niveau physique, lorsqu'il y a vraiment beaucoup de toxines qui s'accumulent et que les forces vitales ne sont plus suffisantes pour les faire sortir, ces toxines restent à l'intérieur de l'organisme et commencent à désorganiser les tissus, les organes, donc il y a des lésions qui arrivent, des inflammations, c'est ce qu'on appelle les maladies dégénératives. Au niveau de l'âme, quelqu'un qui entretient des pensées qui sont qui vont toujours dans le sens du bas et qui sont destructives, il s'énerve, il est plein d'agression, il se finit par se désorganiser intérieurement, il voit plus clair, il a des comportements qui ne sont plus adéquats. Une chose importante, c'est que ce qui se passe à un niveau a des répercussions à l'autre niveau. Par exemple, tout ce qui se passe au niveau du terrain du corps a des répercussions sur le terrain de l'âme et vice-versa. Alors par exemple, si quelqu'un est un grand mangeur de viande, il boit de l'alcool toujours avec, il mange très gras, il fume, etc. C'est quelqu'un qui a un terrain qui est très chargé en toxines, il est lourd, et ça a des répercussions sur le terrain de l'âme. La personne ne peut pas être légère et joyeuse, c'est quelqu'un qui sera aussi lourd, un peu pesant. Maintenant, à l'inverse, s'il y a des modifications au niveau du terrain de l'âme, la personne se met en grande colère, elle devient très agressive, ça a des répercussions sur le terrain du corps, parce que cette grande remue-ménage intérieur au niveau de l'âme va dérégler le fonctionnement du corps et il y aura une production plus importante de toxines. Les lois agissant aux deux niveaux, il est important de ne pas être un spécialiste à un seul des deux niveaux. En effet, il y a des gens qui savent très bien comment se nourrir, mangent toujours des bons aliments dans les quantités adéquates, qui se reposent bien, qui font assez d'exercice, etc. Théoriquement, ce sont des gens qui devraient être en parfaite santé, tellement elles respectent bien les lois de la santé. Mais elles ne le sont pas, parce qu'au niveau de leur âme, ce sont des gens qui sont trop pointilleux, qui critiquent toujours, qui sont mécontents, et les répercussions du terrain de l'âme sur le corps font que leur santé n'est jamais vraiment là. Maintenant, l'opposé aussi je ferai. Certaines personnes essayent de vraiment être respectueux de leurs prochains, d'être gentils, généreux, les soutenir quand ils sont dans le besoin, qu'ils ont besoin d'aide. Ce devrait être des gens très heureux, équilibrés, mais ça ne l'est jamais totalement pour les gens de cette sorte-là qui ne font pas attention au terrain de leur corps. Certaines de ces personnes mangent vraiment mal, elles sautent beaucoup de repas, entre autres pour aider les gens autour d'elles, et puis quand elles mangent juste ce qu'elles trouvent, et souvent se stimulent avec du tabac, du café, etc., des choses qui intoxiquent beaucoup pour garder leurs énergies. Alors elles ne sont jamais vraiment heureuses parce que le terrain du corps est trop lourd, trop surchargé, et les tire en bas.
Maintenant que nous avons parlé de la nécessité de connaître les lois aussi bien au niveau physique qu'au niveau de l'esprit, la question se pose, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre plus sur ces lois? Comment on peut apprendre à les connaître davantage? Alors pour répondre à cette question, je vais vous raconter comment j'en suis arrivé à m'intéresser aux lois. Quand j'étais étudiant, j'étais un peu comme tout le monde, je pensais qu'on tombait malade par hasard. Mais dans mon entourage, j'ai vu 2 personnes qui tombaient malades, et bien que je n'y connaissais rien, j'ai bien vu que c'était leur mode de vie qui les avait rendus malades. Alors ça m'a donné à réfléchir, j'ai vu qu'il y avait quand même une relation de cause et effet entre ce qu'elles faisaient, ces personnes, et l'état de santé qui en résultait. Peu après, il y a eu une conférence qui a été donnée en ville sur la naturopathie, et le conférencier a expliqué les relations de cause et effet entre notre mode de vie et l'apparition des maladies. Il a expliqué tous ces rapports, ces différentes lois qui agissaient, et ça m'a tellement enthousiasmé que je lui ai demandé où il avait appris tout cela. Et je me suis tout de suite inscrit dans la même école que lui, et c'est comme ça que je suis devenu naturopathe. Cela a été un grand changement dans ma vie, parce que avant, il y avait toujours cette petite inquiétude, anxiété, est-ce que je vais tomber malade? Est-ce qu'une maladie va me tomber dessus? Ou quand, par exemple, on apprend que telle personne a tout d'un coup une maladie grave, on se dit, mais est-ce que ça va aussi m'arriver? Mais sitôt qu'on sait qu'il y a des lois de la nature et qu'on les respecte, on sait qu'on travaille à notre santé, à un plus de santé, et qu'il ne peut pas y avoir des maladies trop graves qui nous arrivent parce qu'on travaille dans le bon sens. Alors c'était un grand premier changement dans ma vie. Peu après, j'ai rencontré une personne avec qui je parlais beaucoup des questions de destin, pourquoi il nous arrive certains événements, pourquoi à nous, pas à d'autres, d'astrologie et d'autres choses. Et il me donnait toujours des réponses tellement logiques, convaincantes, que je me posais la question, mais d'où est-ce qu'il sait tout ça? Et il m'a dit que ça venait d'un livre spirituel dont le titre est Dans la lumière de la vérité, message du Graal. Alors j'ai acheté ce livre, je l'ai lu, et j'ai découvert que toutes ces lois dont j'avais appris l'existence et l'activité au niveau physique agissaient aussi au niveau de l'esprit. C'est pour ça qu'on les appelle des lois spirituelles. Donc ce n'était pas par hasard qu'on avait tel et tel destin, comme ce n'était pas par hasard qu'on tombait malade et qu'on avait telle maladie. C'était non plus pas par hasard que nous étions entourés d'un certain genre de personnes, parce que la loi de l'attraction des affinités attirait ces gens vers nous. Avec la connaissance des lois spirituelles que j'avais acquises en lisant ce livre, ma vie a également changé totalement, parce que maintenant, je ne pensais pas que les événements pouvaient me tomber dessus par hasard, mais que tout dépendait en fait de ce que je faisais, des décisions que je prenais, des actions que je menais. Alors pour répondre à la question comment est-ce qu'on peut apprendre plus sur les lois, pour les personnes qui sont intéressées aux lois de la santé, il faut lire des livres de médecine naturelle, plus précisément de naturopathie. Et pour les personnes qui sont intéressées aux lois spirituelles, il existe ce livre qui s'appelle Dans la lumière de la vérité, message du Graal.